Tu vois ce monstre? Comme ça, il a l'air de rien, et pourtant, il a une histoire gigantesque. Ce jeune infâme, dont le cœur était particulièrement maléfique, a découvert la justice en rencontrant une personne un peu particulière. Pour comprendre cette phrase écrite sur Gagagigo, il faut chercher très loin. Au départ, la créature n'était encore qu'un enfant, une âme neutre, ni bonne ni mauvaise. Un jour, il est recueilli par Eria, membre d'une troupe de magiciens élémentaires, avec elle il grandit et gagne en puissance. Vient alors le temps pour Eria de le libérer, le laisser parcourir le monde comme il l'entend, en se rappelant toujours de leur amitié. Mais le monde n'est pas si bienveillant. Un jour, Gagagigo, affamé, tente de voler de la nourriture quand il est surpris par Fried, un guerrier ayant voué sa vie à se débarrasser des forces du mal. Les deux s'affrontent, mais Fried ouvre un portail et bannit Gagagigo dans le monde des ténèbres. Une prison dimensionnelle qui retient les pires horreurs que le monde ait connues. Seul, désespéré, Gagagigo se fait capturer par le maître de ce monde, l'envahisseur des ténèbres. Il le soumet à un sombre rituel, puis l'envoie affronter ses hordes de l'enfer. Face à Impachi ardent, Gagagigo est au bord de la mort. Quand soudain surgit un guerrier, celui à qui le lézard avait tenté de voler de la nourriture. Il a vu quelque chose en lui, et ne pouvait pas le laisser à son sort. Inspiré par un homme si juste, Gagagigo décide de faire équipe avec le chevalier. Ensemble, ils combattent les monstres de l'envahisseur des ténèbres avant de partir l'affronter directement. Mais pendant la bataille, ce dernier s'apprête à tuer l'un des hommes du capitaine. Heureusement, Gagagigo se place sur la trajectoire de l'attaque. Sa dette est payée, mais à quel prix? Ses blessures le laissent aux portes de la mort, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par Kozaki. Scientifique devenu fou en étudiant le monde des ténèbres, il soigne Gagagigo en lui implantant des membres métalliques. Le lézard est en vie, mais son âme meurtrie le pousse vers les ténèbres. Il quitte le laboratoire de Kozaki et retourne dans notre monde, chercher sa revanche sur celui sans qui rien de tout cela ne serait arrivé. Fried. Mais le général est encore très puissant. Il dévie les attaques de Gagagigo et le bat à plate couture. Pourquoi ne puis-je pas le battre? Consumé par sa rage, la créature ne devient plus que l'ombre de ce qu'elle était. Maintenant un monstre sans âme, sa haine décuple sa puissance. Il part alors détruire tous ceux qui lui ont fait du mal. Impachi, envahisseur des ténèbres, et de nouveau Fried. Mais au dernier moment, le capitaine, revenu d'entre les morts, le retrouve et s'interpose, le suppliant de se rappeler qui il était. L'amitié, la justice, en voyant son ancien camarade braver les dangers comme il l'avait fait bien avant, les émotions réveillent l'âme de Gagagigo. Libéré de sa haine, il devient Gagagigo le ressuscité et jure de n'utiliser ses pouvoirs que pour défendre les plus faibles. Yu-Gi-Oh! Est rempli d'histoires cachées. Tu as sûrement déjà vu un monstre apparaître discrètement dans une autre carte, comme les crânes serviteurs ou les 6 samouraïs. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Dans tes decks favoris se cachent des sagas secrètes, qui ne se révèlent que si on y fait bien attention. Moi c'est Théromique, et si vous avez aimé cette histoire, alors je vous en propose 4 autres. 4 aventures secrètes cachées dans des cartes, qui surpasseraient presque celles de l'animé. Le tueur de dragons. Le tout-puissant exploseur de l'âme. Dans le deck de Yugi, Buster Blader est presque aussi important que le magicien sombre. Niveau 7, 2600 d'attaque, mais gagne 500 points supplémentaires pour chaque dragon que ton adversaire a sur son terrain ou dans son cimetière. Quand il s'agit de détruire des lézards volants, c'est un expert. Contre Kaiba, très utile. Yugi le fusionne même d'ailleurs avec le magicien pour invoquer le paladin des ténèbres, un de mes monstres préférés. Mais à part ça, on ne sait pas grand chose de Buster Blader. On a bien quelques cartes qui le cherchent ou qui l'invoquent, mais c'est tout. Il faut attendre 2016 et les Destructeurs de l'Ombre. À l'intérieur, des cartes avec une histoire qui a bouleversé toute la communauté. Buster Blader est maintenant un guerrier redoutable, devenu maître dans l'art de créer des armes et des armures destructrices à partir de la peau des monstres qu'il abat. Mais un jour, alors qu'il affronte un dragon particulièrement chaotique, Buster Blader trouve un bébé. Son instinct lui hurle de le tuer comme tous les autres, mais quelque chose l'arrête. À la place, il le sauve et décide de l'élever. Les années passent et le jeune Buster grandit. Son maître lui enseigne son mode de vie et lui forge même ses propres épées. Progressivement, sa puissance augmente, mais tout comme sa part de ténèbres. Chaque bataille imprègne un peu plus en lui le goût du chaos. Adulte, la part sombre de son âme prend le dessus. Le jeune Buster n'est plus, et à son tour, il devient un dragon destructeur. Pris d'horreur, Buster Blader comprend que plus rien ne peut ramener son précieux compagnon. Il n'a plus le choix, il doit remplir sa mission, celle pour laquelle il a dédié sa vie,
et l'abattre. Buster Blader s'élance, abat sa lame, en un éclair, c'est terminé. Le dragon s'effondre sur le sol. Dans ces derniers instants, les ténèbres obscurant son âme se dissipent. Maître et disciple réunis à la fin. Buster Blader prend la dépouille de son ami et la transforme en son ultime armure, non plus forgée dans la haine, mais dans l'amour. Aujourd'hui encore, le guerrier continue sa quête, le cœur lourd mais allégé par le doux souvenir de son compagnon, dont il honorera la mémoire jusqu'à ce qu'il soit un jour réuni à nouveau. La sorcière condamnée. Jugement solennel est une des meilleures cartes de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Sortie dans Metal Raider, un des tout premiers boosters de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Contre la moitié de tes points de vie, tu annules une carte magie ou piège ou l'invocation d'un monstre de l'adversaire. En gros, c'est la carte qui dit... non. Aujourd'hui, 23 ans plus tard, dont presque la moitié passée sur la banlist, elle est toujours incroyable et hautement compétitive. Mais surtout... elle a un secret. Le vieil homme, tu t'en doutes, ressemble beaucoup à Dieu, oui, celui de la Bible. C'est encore plus clair dans la version japonaise non censurée où les deux femmes ont des auréoles. Il y a bien longtemps, très haut dans le ciel, le vieil homme veillait sur son royaume, protégé par ses champions, anges sanctifiés faisant régner la justice et offrant une vie de paix aux habitants des cieux. Mais dans le palais, une jeune femme cherchait des réponses. De quel droit cet homme est-il notre maître? D'où vient sa puissance? A-t-elle un lien avec les reliques qu'il interdit quiconque de toucher? En secret, elle inspecta les objets défendus du vieil homme. Une lance, une tenue, un Graal... quand elle se fit prendre, on lui passa un terrible sermon. Un tel crime est passible de bannissement. Elle ne devait plus jamais recommencer. Mais la curiosité de la demoiselle était trop grande. Elle se glissa dans les quartiers du vieil homme et déroba son manuscrit. Cependant, à nouveau, le maître des lieux la prit la main dans le sac. Fou de rage, il conjura un éclair lumineux qui la frappa de plein fouet et la bannit sur le monde des mortels. Brûlée par la fureur divine la condamnant à une apparence démoniaque, la jeune femme n'était plus que colère et souffrance. Le temps passa et ses traits devinrent ceux d'une sorcière, uniquement animée par les flammes de sa vengeance contre l'homme qui lui avait tout pris. C'est alors qu'elle rencontra les anges déchus. Eux aussi avaient contesté l'autorité de leur maître et l'avaient payé durement. Le premier d'entre eux, l'ange étoile du matin. Autrefois le plus fidèle serviteur de l'homme, aujourd'hui son plus terrible ennemi. Ensemble, ils entamèrent un plan pour détrôner le vieil homme une bonne fois pour toutes. La sorcière commença par corrompre les autres gardiens du ciel. D'une goutte du Graal interdit, elle pouvait noircir le cœur du plus noble des anges. Sa puissance divine fragilisée et ses protecteurs déchus, le vieil homme n'était maintenant plus intouchable. La sorcière brisa alors la barrière céleste et dans un assaut fracassant, frappa son ancien maître d'un éclair maléfique. Le sanctuaire céleste s'effondra, et dans un monde maintenant couvert de ténèbres, la sorcière prit sa place comme nouvelle reine des cieux. Si j'aime autant cette histoire, c'est parce qu'elle est en réalité une adaptation libre du Paradis perdu. Un long poème qui raconte la lutte éternelle entre Lucifer, ici étoile du matin, et Dieu. La sorcière, elle, est fortement inspirée de Lilith. Créée en même temps que Adam, mais avec de la terre impure, bannie du ciel pour sa nature démoniaque, elle cherche à se venger de son créateur. Des récits épiques, malheureusement aujourd'hui très durs à apprécier dans leur forme originale, tellement la langue a évolué. Mais grâce à Yu-Gi-Oh! On préserve ces histoires et on les fait découvrir à une nouvelle génération. L'Ordre des magiciens. Le magicien des ténèbres n'est pas le seul sorcier célèbre de Yu-Gi-Oh! Des Dogmatika aux marionnettes de l'ombre, c'est l'un des types de monstres les plus populaires de l'histoire du jeu, souvent les héros des grandes histoires. Celle qui nous intéresse commence avec la Maison. Une tour immense, institut de recherche rassemblant les meilleurs sorciers du continent et un nombre incalculable de livres de magie. Organisée en différentes sections mais accessible à tous, la Maison était un havre de paix et de connaissances pour ceux en quête de savoir. Tout le monde y travaillait dur, enfin à l'exception d'un garçon. Malgré son grand potentiel, Matt était un jeune homme distrait, désintéressé par les recherches de ses camarades, il passait ses journées à flâner sans but. Mais un jour, tout changea lors de l'attaque d'Endymion. La Maison n'était pas le seul nexus magique. Depuis quelques années, le roi Endymion développait sa propre citadelle, se proclamant maître des magiciens, avec autour de lui une armée de magistères, de croisés et même d'animaux magiquement transformés. Endymion
Endymion travaillait également avec la guilde des artisanes sorcières, confrérie de magiciennes dirigée par la mystérieuse Madame Vert, capable d'infuser toutes sortes d'objets avec de la magie. L'une d'entre elles, Génie, avait même mis directement ses talents au profit de la citadelle. Mais Endymion ne partageait pas les croyances de la maison. Pour lui, la magie est quelque chose de précieux qu'il faut contrôler et ne surtout pas la partager avec n'importe qui. Un jour, le roi fit donc l'impensable et attaqua la tour. Les membres de la maison tentèrent de se défendre, mais furent submergés par l'armée d'Endymion. C'est alors que, au milieu du chaos, Matt découvrit un livre dissimulé. Il l'ouvrit en cherchant une manière d'être assez puissant pour sauver la tour. Le tome laissa alors sortir une magie terrifiante. Sentant son potentiel, l'ombre du livre prit possession de lui, le transformant en faucheur et se mettant à propager un sortilège mortel à tous ceux autour de lui, ennemis comme alliés. Pris de court, Endymion ordonna la retraite, et le faucheur, submergé par une telle quantité de mana, s'écroula au sol. Les derniers sorciers de la tour se précipitèrent vers lui. Même corrompu et aux portes de la mort, Matt restait l'un de leurs disciples. Ils ne pouvaient pas l'abandonner. Ils décidèrent de conjurer un rituel interdit. Le jugement. Seul sortilège capable de purifier complètement les ténèbres dans le cœur d'un homme. Animé d'une puissance nouvelle, Matt se releva en tant que le monde, au potentiel illimité. Cependant, les magiciens sentirent alors une tremeur venue des profondeurs de la tour. Loin, sous les couloirs remplis de livres, la maison renfermait un terrible secret. La vraie raison de l'attaque d'Endymion, c'était lui. Crowley. Il y a bien longtemps, quand la magie de ce monde était encore très faible, Endymion, Madame Vert et lui étaient des amis très proches. Mais une tragédie s'abattit sur eux. Trahi par l'un des leurs, le groupe se sépara. Crowley faisait des recherches sur les invocations, des sortilèges capables d'amener des dieux sur notre monde. Malheureusement, il perdit le contrôle de sa propre puissance, jusqu'à fusionner avec une de ses propres créatures. On l'enferma alors en secret dans les profondeurs de la terre et, utilisant son corps comme source d'énergie, on construit la maison. Cependant, le chaos de l'attaque venait de réveiller l'invocateur. Absorbant la tour et tous ses pouvoirs pour s'en faire un corps massif, qui sait quelle horreur il fera s'abattre sur le monde. Que se passe-t-il ensuite? Que va faire Endymion? Qu'est-il arrivé à Matt? Pour l'instant, l'histoire ne le dit pas. La dernière carte de la chronologie semble indiquer que Madame Vert soit partie on ne sait où, laissant les artisanes sorcières derrière elle. Dans les prochaines années, on va sûrement avoir un dénouement, le climax de tous ces ordres de magiciens dans leur quête de pouvoir. En attendant, tu peux déjà plonger dans le passé d'Endymion, Crowley et Vert grâce au nouveau manga Yu-Gi-Oh! OCG Stories. Ça raconte en détail le début de leur aventure et leur terrible séparation, et c'est vraiment bien. Mais ce qui est le plus fou, c'est que cette histoire, elle continue depuis plus de 20 ans. La toute première carte livre de magie date de 2003, et pourtant, cette année encore, on a eu une nouvelle carte venant étoffer l'univers. Un mélange qui rassemble tous les magiciens les plus iconiques du jeu qu'on peut maintenant explorer et découvrir en détail dans les pages d'un manga. C'est une des choses qui me fait adorer Yu-Gi-Oh! L'héritage du monde. Le héros qui défend la lumière des étoiles doit détruire les ténèbres du monde illusoire et confier son pouvoir à l'élu. La volonté héritée du calice des étoiles deviendra alors une nouvelle clé et sera l'épée qui abattra les ténèbres. Ce poème est écrit sur la carte japonaise de Avram, mais chez nous, on l'a traduit par « Jette un œil là-dessus !» Ouais, ok, quelqu'un chez Konami en avait rien à foutre, hein. Et c'est terrible, parce que pourtant, c'est la pièce centrale de l'une des plus grandes et passionnantes histoires que Yu-Gi-Oh! Ne nous ait jamais offert. Il y a très longtemps, dans un monde constamment pris entre création et destruction, un groupe de scientifiques découvrit un étrange artefact. Une clé, ultime cadeau du dieu ayant façonné leur monde, soi-disant capable de terrasser les ténèbres pour de bon. Grâce à son pouvoir, l'humanité entreprit la construction de grands guerriers mécaniques, 7 mecs chevaliers, protecteurs du monde, gardiens absolus. Quelle erreur! Se retournant contre leur créateur, les guerriers de métal et leurs armées de crawlers mécaniques mirent le monde à feu et à sang. Traqués, les survivants n'eurent d'autre choix que de se cacher. Des années durant, les restes de l'humanité restèrent tapis dans l'ombre, impuissants face à la menace. Jusqu'à ce que, un jour, dans un village au fond d'une forêt, une jeune fille entendit une voix. Elle s'appelait Ib, et elle avait toujours vécu avec son frère Ningirsu, son ami d'enfance Oram, et Imduk, un bébé dragon. Suivant cette voie, les 3 enfants
enfants partirent au cœur de la forêt, où ils découvrirent une étrange structure. C'était le calice du monde, un des 7 héritages laissés par les dieux, et ils venaient de le réactiver. Apparut alors devant eux une fée. Elle se présenta comme Lee, et pour remercier les héros de l'avoir réveillée de son sommeil, elle leur fit cadeau de ses pouvoirs en leur demandant de partir réveiller les 6 autres héritages dispersés aux 4 coins du globe. Avec de nouveaux pouvoirs, les amis se mirent en route et arrivèrent à l'armure du monde. Cependant, là-bas les attendait une terrifiante légion de crawlers. Sortant de la carcasse par centaines, les héros furent rapidement séparés. Oram et Imdok pris au piège, Ningirsu était seul pour protéger sa sœur, quand soudain, en haut de la montagne, ils apparurent. Des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les mecs chevaliers, tous plus redoutables les uns que les autres. Par un pouvoir étrange, ils capturèrent Ib sous les yeux impuissants des 2 garçons. Lee leur révéla alors que le bâton de Ib était en réalité la clé du monde, celle que les mecs chevaliers cherchaient depuis tout ce temps. Il fallait à tout prix la sauver avant qu'ils ne puissent s'en servir. Oram et Ningirsu les suivirent jusqu'à leur base, entre le bouclier et la lance du monde, au milieu des ruines de l'ancienne civilisation. À leur surprise, les chevaliers n'avaient pas fait de mal à Ib, mais sans réfléchir, ils lancèrent l'assaut. La bataille fit rage, et dans le chaos, personne ne remarqua Lee. Son apparence prenant une tournure funeste, elle se glissa jusqu'à Ib. Confuse, la fille n'eut pas le temps de réagir et fut enveloppée par les ténèbres. La fée venait de révéler son vrai visage. En réalité, Lee était une scientifique de l'ancien monde, mais elle convoitait les pouvoirs de la clé pour elle seule. Alors, aux commandes d'un prototype de mec chevalier, elle avait voulu s'en servir pour briser l'enveloppe du monde et libérer les ténèbres. Les 7 autres chevaliers l'en avaient empêché. Loin d'être des tyrans, ils étaient bel et bien les gardiens de ce monde et avaient évité sa destruction. Vaincu, Lee s'était réfugié dans le calice du monde, attendant patiemment son heure. Une terrible explosion stoppa la bataille entre Oram, Ningirsu et les mecs chevaliers. Apparut alors Ibli, l'esprit de la scientifique, dans le corps de celle qu'elle avait piégée. Avec ses nouveaux pouvoirs, elle prit possession de 6 des 7 chevaliers, les transformant en de cauchemardesques marionnettes. L'unique survivant, Ciel Bleu, se tourna vers Oram. L'homme et la machine échangèrent un regard profond, et dans un ultime sacrifice, le chevalier lui fit don de ses pouvoirs. La clé du monde se scinda en 2 et se transforma en une paire d'épées lumineuses. Ningirsu, lui, était pris de terreur. Incapable de voir sa sœur corrompue ainsi, il peinait à repousser la menace. La puissance d'Ibli était trop grande. Les héros étaient acculés, tout semblait perdu, lorsque soudain, Imdok bloqua le chemin de la traîtresse. Implorant à son ami de revenir, il se mit à émettre une étrange lumière. Pendant un instant, les ténèbres se dissipèrent et Ib reprit le contrôle de son corps. Elle n'avait pas beaucoup de temps. Pour mettre fin au plan de celle qu'il avait possédée, elle ne trouva qu'une solution. Ib prit l'épée d'Oram et l'enfonça dans son cœur. Les cris de désespoir du garçon et du dragon ne parvenaient pas jusqu'aux oreilles de Ningirsu, incapable d'accepter la vision du corps sans vie de sa sœur dans les bras de celui qui n'avait pas su la protéger. Sans un mot, il frappa Oram et, le laissant inconscient, il ramassa une de ses épées avec la dépouille de sa sœur et disparut dans les ténèbres. Les mois passèrent sans que Ningirsu nous donne signe de vie. Oram, se faisant maintenant appeler Avram, décida de parcourir le monde à la recherche d'autres tribus cachées. Avec le pouvoir des mecs chevaliers, il les rassembla pour former les Croisédia. Ensemble, ils activèrent la couronne du monde et entreprirent de partir à la recherche de son frère. On leur rapporta alors les rumeurs d'une étrange tour qui, loin de là, était apparue de nulle part. En s'y rendant, les Croisédia y découvrirent avec horreur une horde de machines. Et à leur tête, Ningirsu. Le frère de Ib avait retourné ciel et terre pour tenter de ramener sa sœur à la vie. Après de nombreux échecs, dans les tréfonds des ruines de l'ancienne civilisation, il avait trouvé une manière de préserver son âme dans une poupée mécanique. Il réactiva ensuite le 6e héritage, la baguette du monde, et construit une tour capable d'emmagasiner assez d'énergie pour briser la croûte terrestre. Son but, libérer les ténèbres et accéder au pouvoir de création et de destruction enfoui au fond de la planète. S'il s'en emparait, il pourrait alors ramener Ib à la vie et créer un monde pacifique où plus rien ne pourrait lui faire de mal, même si, pour cela, il devait tout sacrifier. Pendant que les Croisédia étaient aux prises avec l'armée mécanique, Avram confronta Ningirsu. Les 2 amis croisèrent le fer, mais il était trop tard. La poupée activa la tour et, dans un rayon divin,
le cataclysme commença. Exposé à la surface du monde, le 7e et dernier héritage, l'Arche, contenant les pouvoirs de création et de destruction, fut activé. La Terre se déchira, alors que chaque héritage laissa sortir de gigantesques dragons, les vassaux du dieu originel, prêts à remodeler le monde. Pour protéger ses amis de l'explosion, Imdok créa une barrière qu'il paya de sa vie. Dans le ciel, Ningirsu était si près du but, le pouvoir ultime à portée de main. Il prit l'androïde ainsi que la dépouille de sa sœur, et utilisant le pouvoir de la clé, ordonna les dragons de la ramener à la vie. Ib et la poupée ne firent plus qu'une, mais celle qui rouvrit les yeux n'était pas celle que Ningirsu attendait. Le sourire sur son visage n'était pas doux comme sa sœur, mais perfide, comme celui de Lee. La scientifique avait fusionné avec l'âme de Ib, et à nouveau, elle en avait pris le contrôle. Maintenant en possession de la clé, elle absorba le pouvoir des dragons jusqu'à devenir une entité titanesque. Lee avait obtenu tout ce qu'elle désirait. Reine des ténèbres, elle conjura des abominations pour exterminer toute vie autour d'elle. C'est la fin, pensa Avram au bord du désespoir. Mais soudain, une lumière perça les ténèbres. Lee n'avait pas absorbé tous les dragons. Il en restait encore un, Justicia, l'incarnation du calice du monde, qui avait entendu la plainte de Ningirsu. Fonçant vers l'abomination, il en arracha le corps de Ib et mélangea son essence avec la sienne. Avram n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, la fille qu'il avait toujours aimée le regardait de nouveau. Cette fois, c'était bien elle. Ib. Lee, folle de rage et en train de perdre le contrôle de ses pouvoirs, hurla et tenta de la rattraper. Mais Ningirsu lui barra la route. Il était temps pour le frère de se racheter. Appelant toutes ses constructions, il forma une gigantesque armure qui frappa la monstruosité de plein fouet. Au sol, Avram, Ib et les Croisedias ne perdirent pas un instant. Le monde était en train de s'effondrer. Le cœur de la planète était maintenant visible, détruisant tout autour de lui. Seul le pouvoir de la clé pouvait encore empêcher ce désastre. Imbibé par la puissance de tous ses amis, Avram rassembla les deux lames. La clé du monde reformée à nouveau, il devint Avramax, l'incarnation du héros de la légende. Maintenant capable de résister aux ténèbres, il plongea vers le cœur. Toujours plus loin, toujours plus profond, il atteint le centre où gisait Lee, cette fois dans son véritable corps. La scientifique ne voulait pas abandonner. Sa curiosité et son ambition étaient trop grandes. Même après avoir détruit le monde une deuxième fois, elle refusait d'arrêter sa quête de savoir. Mais sa vie touchait à sa fin. Les derniers remnants de son esprit s'évaporèrent et Avram se retrouva seul face au pouvoir du cœur. Il décida alors de ne faire plus qu'un avec lui. Dans un rayon de lumière s'éleva alors un nouveau dieu, Avida, reconstructeur de monde. Ramener tous ceux ayant perdu la vie dans la guerre pour l'héritage du monde. Tel était le souhait d'Avram. Dans une déferlante d'énergie, la terre et ses habitants furent restaurés et le dieu disparut dans le firmament. Quand Ib ouvrit les yeux, tout était calme. La guerre si destructrice avait disparu, presque comme un mauvais rêve. Et avec elle, Avram. Tout ce que le héros avait laissé derrière lui, c'était la clé, reforgée, offerte à Ib pour qu'elle veille sur elle. Alors que Ningirsu, réincarné en tant que nouveau chevalier, entreprit de protéger les peuples de la Terre, Ib partit en voyage. Avec Imdok, elle s'en alla découvrir les merveilles pour lesquelles Avram avait donné sa vie. Un monde comme héritage. Yu-Gi-Oh! Est si vaste. Les cartes que tu connais sont parfois des portes vers des aventures aussi longues que touchantes. En 10 millions, l'héritage du monde, toutes ces histoires auraient le potentiel d'être de grandes œuvres de fiction, appréciées de tous, qui feraient briller le jeu comme jamais auparavant. Konami le sait, depuis quelques mois, ils ont entrepris de les adapter dans d'autres formats. On a déjà parlé du manga, mais bientôt sort même un animé. Un an après nous avoir révélé un magnifique animation reel pour leur nouveau studio, c'est officiel. On va pouvoir découvrir deux des histoires les plus emblématiques de l'univers de Yu-Gi-Oh! On en a déjà vu quelques extraits dans le solo mode de Master Duel, et ça a l'air incroyable. Ces univers sont, pour moi, une des meilleures parts de Yu-Gi-Oh! Ce sont eux qui nous accrochent et nous font aimer nos cartes. C'est triste que pendant si longtemps, ils ont été parfois si durs à suivre ou alors à comprendre. Et c'est pour ça que voir de plus en plus de gens les découvrir et les apprécier, ça me fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, on travaille pour rendre hommage à l'une d'entre elles. C'était Théromique, merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous, croyez en l'âme des cartes.
À la prochaine. Tes pouvoirs sont spectaculaires. Qui êtes-vous? Ensemble, nous purgerons le continent et apporterons paix et stabilité. Arrêtez, je vous en prie. Silence! On va leur faire une petite surprise. Je vous ai manqué. Ecclesia! Mes frères, nous entrons dans la légende! Non, ouais. Albus.